Bonjour à tous, je crois que ça a commencé. Merci à vous de votre participation, merci aux éditions Nathan et surtout à vous, Yves Colombel, de nous faire part de vos connaissances sur les fractures des espaces français. Alors, les éditions Nathan me proposent surtout de vous transmettre quelques messages pratique. D'abord, vous allez recevoir un petit sondage pour savoir, en gros, ça vous prend une petite seconde, pour savoir, en gros, votre profil et votre intérêt, pourquoi vous participez à cette webconférence. Ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions directement dans le panneau de configuration du webinaire, et on tentera, enfin surtout Monsieur Colombel, d'y répondre avec la limite de 1 heure. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voilà, nous serons donc à midi, les éditions Nathan, nous couperons la parole. Voilà. Ensuite, alors, tout de suite, venons-en aux faits. Alors, moi, je suis donc euh, la revue Carto, la revue qui essaye d'analyser toutes les relations et nationales avec le cadre. Nous avons dans ce Yves Colombel qui vient de publier un ouvrage, voilà, sur la France. Français, vous êtes graphie, professeur en laboratoire Henri IV à Paris. Et donc, nous sommes ensemble pour essayer de comprendre les différences. Alors, j'entends par différence, inégalité, vous utilisez le terme de fracture, des différents espaces français. Alors, on va surtout s'intéresser à la France métropolitaine, mais on aura sans doute des questions sur l'outre-mer, bien entendu. Alors, pour en venir directement aux faits, finalement, vous avez, Monsieur Colombel, dans votre introduction de l'ouvrage, une carte assez intéressante qui nous montre les résultats des élections législatives françaises de 2022. Et ces élections qui ont été, pour rappel, relativement marquées par une hausse du vote et surtout du nombre de sièges obtenus à l'Assemblée nationale par la coalition de gauche, dite NUPS, et l'extrême droite, notamment le Rassemblement national. En principe, tous les participants, vous devriez voir sur votre écran la carte réalisée par les éditions Nathan, est publié dans l'ouvrage de Monsieur Colombel. Donc, Monsieur Colombel, je vais tout de suite vous laisser la parole. Mais finalement, qu'est-ce que cette géographie électorale, la géographie des résultats, nous enseigne, nous raconte des territoires français? Je vous remercie. Je précise d'abord que je dirige l'ouvrage, je ne l'ai pas écrit tout seul. Et que, Ah, pardon, excusez-moi. j'ai un certain nombre de co-auteurs dont Avec Daniel Auster, effectivement. a été absolument essentiel. Et pour en revenir à votre question, cette carte nous montre un certain nombre de choses. Elle n'est pas d'une grande nouveauté par rapport à d'autres scrutins antérieurs. Depuis le début du siècle, certaines tendances sont visibles, mais elle les confirme, les conforte ou les exprime bien. Et puis la nouveauté, c'est évidemment l'importance du vote NUPES, qui n'existe par définition pas sous la même forme dans les scrutins antérieurs. Donc ce que nous montre cette carte, elle nous montre des choses à différentes échelles. Alors à une échelle plus, disons, nationale, en grands ensembles territoriaux, on voit assez bien, pour une partie en tout cas, on voit assez bien que le vote Rassemblement national correspond à des territoires qui s'estiment ou qui sont perdants de la mondialisation et de l'ouverture. Hein, on voit très Alors, bien. Yves, Oui, excusez-moi, je vous coupe juste une seconde. oui. Est-ce que les éditions Nathan pourraient vérifier un aspect technique, puisque apparemment le son est assez mauvais. Moi, je vous entends pas bien et il y a quelques participants qui disent que le son ne passe pas. Donc, est-ce qu'on Ah, peut faire une parenthèse technique? peut-être Emeline, peut-être? si on rapproche du micro, c'est mieux peut-être, non? Est-ce que c'est mieux comme cela? Ah, ah, mais oui, c'est tout simplement une histoire de micro, peut-être. Ouais. J'étais un peu loin du micro sans doute.
je vais me pencher un petit peu pour Ah bah c'est ça. essayer de. Merci, merci Donc, Yves. je vais donc continuer de pencher pour avoir Merci Yves. un meilleur son. Donc, je disais, à une échelle d'ensembles régionaux, on voit assez bien la forte présence de députés élus dans le quart nord-est du territoire, aussi bien dans les régions, les vieilles régions industrielles en crise depuis très longtemps, mais qui n'ont pas forcément entièrement résolu cette crise, des Hauts-de-France par exemple, de Lorraine, que dans des espaces plus ruraux, plus à la fois industriels et agricoles, de Picardie, de Bourgogne, etc., etc. On voit ces élections, ces résultats en gris foncé, hein, je précise. Le gris foncé est aussi assez présent sur la façade méditerranéenne. Là, il y a une autre explication, d'autres explications, et le schéma ne marche pas exactement de la même façon. Mais pour le quart nord-est, c'est clair. Alors inversement, la présence de ces résultats est très, très faible dans la France de l'Ouest et dans une mesure différente dans la France du Sud-Ouest, où justement la nouveauté est l'émergence d'un vote localisé, mais assez marqué pour le Rassemblement national. Donc il y a une première lecture classique, traditionnelle, à une échelle de vastes portions de territoire, qui est l'échelle des territoires qu'on peut, de manière très simpliste, appeler gagnants ou perdants. C'est aussi des territoires en déclin démographique d'un côté ou en gain démographique de l'autre. Hein. On retrouve cette dimension de gagnant ou perdant. L'autre lecture qu'on peut faire est une lecture à une échelle beaucoup plus fine, qui est une lecture qui montre la différenciation entre les métropoles et les espaces hors des métropoles, hors des aires métropolitaines. Les espaces où les députés Rassemblement national sont les plus nombreux sont des espaces qui sont périphériques par rapport aux aires métropolitaines. C'est particulièrement visible si on prend le cas de l'Île-de-France, qui est isolée en bas, hein, c'est la carte du bas, on voit très bien que dans cet ensemble de l'Île-de-France, on a 2 sièges qui sont passés au Rassemblement national, ce qui est peu hein, par rapport à un très grand nombre de députés, et on a 2 sièges qui sont dans des territoires qui sont en position périphérique par rapport à l'Île-de-France, hein, qui sont des territoires des confins, par exemple, de l'Essonne, par exemple, confins sud de l'Essonne. Voilà. Donc, en périphérie. Le vote dans la région métropolitaine s'est partagé à peu près, de manière à peu près exclusive hein, entre les votes en direction de la majorité présidentielle et les votes en direction de la coalition NUPES. C'est à peu près exclusif. Alors, c'est plus difficile d'isoler visuellement sur la carte les autres espaces métropolitains, mais on retrouve à peu près la même chose. Hein, si on prend la métropole de Bordeaux, par exemple, on va avoir, alors ça apparaît comme une toute petite tâche, en fait, c'est plusieurs sièges dans, dans un ensemble dominé par la majorité présidentielle, et on va retrouver en périphérie de la métropole bordelaise, au nord comme à l'est, des endroits où le candidat Rassemblement national a remporté le scrutin. Mais c'est hors de la zone métropolitaine, hors de l'aire urbaine. Et on pourrait, si on agrandissait, retrouver la même chose sur pratiquement toutes les métropoles françaises, à l'exception de Nice-Côte d'Azur, mais dans ce contexte assez particulier de la façade méditerranéenne où le vote s'explique pour des raisons plus historiques et politiques que géographico-sociales. Donc, on a un territoire qui présente des différenciations apparentes entre des territoires gagnants et perdants donc de l'évolution économique de ces 40, 30, 20 dernières années. Hein, et d'autre part, on a une différenciation entre les territoires des métropoles et qui les entourent immédiatement, ceux de leur, qu'on appelait autrefois leur aire urbaine, et les territoires qui sont plus éloignés. En particulier ceux qui sont immédiatement autour. On voit très bien, par exemple, que les élections ont fait ressortir un grand nombre de députés Rassemblement national dans les régions dans les circonscriptions des Hauts-de-France qui touchent l'Île-de-France, hein, qui sont des zones rurales essentiellement, ou rurales et
avec des petites villes. Hein, donc, d'ailleurs, ça fait partie de l'évolution du discours du Rassemblement national qui s'adresse de plus en plus. Alors, c'est un peu moins vrai depuis un an ou deux, mais qui jusqu'à ces élections, s'est beaucoup adressé justement à la France des oubliés, à la France périphérique, etc. etc. Je reprends les termes utilisés dans les discours. Donc, c'est à la fois une réalité et une stratégie. Voilà. La question est de savoir. Alors, Oui, excuse-moi, non. La question est de non, non, savoir quelle réalité se trouve derrière cette opposition centre-périphérie concrètement et factuellement. Voilà. C'est sans doute ce vers quoi on ira un peu plus tard. Mais le constat, en tout cas, alors c'est pas une nouveauté, ce résultat électoral qui oppose les espaces métropolitains des métropoles aux espaces qui sont hors des aires urbaines des métropoles. En termes électoraux, ça apparaît clairement pour la première fois dans le référendum sur l'adhésion au traité de la Constitution européenne. Donc ça fait déjà presque 20 ans que ce contraste dans les intentions de vote et dans les pratiques de vote existe. Et donc il fait ressortir. Alors après, cette carte, elle pourrait être analysée par beaucoup d'autres paramètres qui relèvent de la géographie électorale classique et des enracinements culturels, des fractures culturelles entre plusieurs parties de la France. C'est pas ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'était montrer le lien avec. C'est pas faire de la géographie électorale, c'est partir de ces résultats électoraux pour dégager des tendances apparentes dans la réalité, mais surtout dans la perception que les populations ont de leur situation géographique. alors justement, merci Yves. Dans votre intervention, là, vous avez souvent employé voilà, des termes comme centre urbain, centre périurbain, espaces ruraux, sont-ils abandonnés ou pas? Ça conduit à une question assez évidente finalement. Y a-t-il véritablement en France une division, une séparation, une fracture, pour reprendre le titre du webinaire, entre ces espaces urbains qui sont souvent présentés comme dynamiques et les espaces ruraux abandonnés pour différentes raisons. Par exemple, on parle de déserts médicaux, de déserts numériques, ou alors il faut être plus nuancé et constater aussi des écarts entre ces espaces urbains et ces espaces ruraux. Alors, la question est vaste. Je vais essayer d'y répondre de plusieurs façons, enfin, en essayant de voir l'ensemble des aspects. Bon, si vous me demandez est-ce que les dynamiques économiques du territoire, est-ce que les dynamiques démographiques du territoire ont privilégié les espaces métropolitains depuis plusieurs décennies, la réponse est évidemment oui, bien sûr. Hein, on a des tas de données qui sont tout à fait révélatrices. Les 15 plus grandes aires urbaines françaises rassemblent 40% de la population française, 50% du PIB et 55% de la masse salariale. Depuis 2000 jusqu'en 2020, 70% des emplois créés ont été créés dans ces 15 grandes aires urbaines. Donc, très clairement, elles représentent une part croissante et considérable des dynamiques du territoire français, qu'il s'agisse des dynamiques de création d'emplois ou qu'il s'agisse des dynamiques démographiques. Donc ça, c'est une certitude. L'Île-de-France représente 30% du PIB français. Elle représentait 27% de ce PIB en 1980. Donc sa part, en dépit de l'émergence des autres métropoles, sa part s'est accrue et la part des autres métropoles s'est accrue plus encore. Donc ça, c'est tout à fait clair, il n'y a pas de discussion possible là-dessus. La question est, il y a d'autre part un processus qui est un processus de désindustrialisation auquel on est supposé essayer de mettre fin depuis peu et depuis que
confinements ont révélé des incapacités de production françaises et européennes. Mais en gros, le processus jusqu'à il y a 4 ans, disons que ça s'infléchit à partir de 2018, de désindustrialisation caractérise cela, puisque en fait, dans les métropoles, les espaces métropolitains autour des métropoles, il y a très peu de production de biens, et que cette production de biens était l'apanage des petites villes, du rural, des petites villes, parfois des villes moyennes, et ce sont ces territoires-là qui ont donc pris la désindustrialisation de plein fouet. Directement. La désindustrialisation de ces dernières années, de cette dernière décennie, ce n'est plus la fermeture des grands bassins industriels, ça c'est très c'est entériné depuis 40 ans, etc. C'est la désindustrialisation des espaces ruraux, des petites villes, etc. Donc ça c'est une certitude. La géographie de l'emploi et la géographie de dynamique démographique attestent d'une métropolisation constante. Ça c'est sûr. La question de savoir est-ce que cette évolution a été facilitée, encouragée, approfondie par les politiques publiques. Est-ce que les politiques publiques essayent d'y remédier? Est-ce que les politiques publiques abandonnent les territoires? C'est plutôt la deuxième dimension de la question. Et la réponse là est beaucoup plus nuancée. Les politiques publiques ont, si on voit la deuxième carte que j'avais prévue, les politiques publiques ont accompagné ce mouvement de métropolisation. On le voit ici, le TGV relie ensemble et relie à Paris la plupart des métropoles les plus importantes, à l'exception de Nice, mais qu'on peut rejoindre en continuant sur un TGV, à l'exception de Toulouse et à l'exception de Nantes. Mais Nantes est quand même à 2 heures de Paris, puisque plus de la moitié du trajet est fait sur une ligne à grande vitesse. Et il est question d'ailleurs de continuer cette ligne à grande vitesse jusqu'à Nantes pour passer à 1h30. Donc, on a un rétrécissement de l'espace autour de ce qu'on pourrait appeler un archipel métropolitain français, et du coup, évidemment, un éloignement accru des espaces qui ne sont pas dans ce système de desserte. Ça, c'est indiscutable. La carte montre aussi, ce sont les petits triangles noirs qui apparaissent, où sont localisés les principaux pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité, ce sont des aménagements, enfin un statut qui permet d'obtenir un certain nombre de subventions pour développer des activités technologiques, de recherche, etc., qui sont attribués à des territoires et à des groupes d'acteurs en même temps. Ces pôles de compétitivité, les plus importants, ceux qui sont classés comme internationaux, on le voit, ils sont principalement situés autour des principales métropoles françaises. Il y en a quelques-uns qui sont dans d'autres régions, on pourra y revenir peut-être si on a le temps, mais la plupart sont situés autour des principales métropoles françaises. Donc, il y a des politiques publiques qui ont accompagné ce processus de métropolisation, tout simplement parce que ce processus de métropolisation apparaissait indispensable au maintien d'une compétitivité de l'économie française par rapport à le contexte international. Est-ce que cet accompagnement qui a renforcé la métropolisation du territoire français, on peut même remonter d'ailleurs plus loin, la décentralisation des années 81-82, la décentralisation politique, a renforcé considérablement les grandes métropoles de ce qu'on appelait alors la province, et fait que la métropolisation du territoire français, qui jusqu'alors était limitée à une espèce d'hypertrophie parisienne, est devenue davantage un maillage, même si ces métropoles sont encore un peu plus faibles que leurs homologues européennes. Donc on a un processus qui a été accompagné par le pouvoir public, en particulier pour l'émergence des métropoles hors Paris et leur renforcement. Le terme de cet accompagnement, c'est bien sûr 2014, avec la loi qui instaure le statut de métropole pour les plus grandes villes françaises, qui leur donne par conséquent un outil de gestion de leur territoire, un outil de politique publique sur leur territoire qui est plus puissant, enfin qui a plus de liberté d'action que les autres intercommunalités, autrement dit, qui créent les conditions de ce que les métropoles améliorent leur attractivité et renforcent par conséquent leur... Donc, c'est vrai. À côté de ça, est-ce que les territoires ruraux et les petites villes sont abandonnés? Il subsiste un grand nombre de politiques publiques à destination de ces territoires et des populations qui y vivent.
On peut trouver que c'est insuffisant, après c'est un arbitrage politique, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de politique publique. Je vais donner quelques éléments qui ne sont pas si souvent mis en avant. Et bon, alors, il y a des politiques spécifiques pour les espaces ruraux, hein, d'aide fiscale, d'aide, d'exemption sociale, etc., qui sont possiblement actionnées à partir de seuils de densité. Autrefois, c'était 31 habitants au kilomètre carré. Depuis 3 ans, c'est 63 habitants au kilomètre carré. En dessous de ce seuil, on peut actionner des politiques de discrimination fiscale et sociale positives. Donc, il y a déjà un effort public à propos de cela. Par rapport à la disparition des services publics, qui est le thème le plus récurrent, qui est le problème le plus marquant et que les gens ressentent le plus mal et qui alimente cet élément ce sentiment d'abandon. Alors, indiscutablement, il y a eu des fermetures de services publics, quel que soit le type de service public qu'on prenne en compte. J'en prendrai un qui est symbolique parce qu'il renvoie à toute une symbolique de la vie, et qui est souvent vécu comme la mort du territoire. Ce sont les maternités. En 1980, il y avait un peu plus de 1000 maternités sur le territoire français, 1010 je crois. En 2002, il en restait 667 et à la fin de 2020, 478. La plupart de ces maternités ont fermé. Alors quelques-unes, c'est des restructurations, etc., des rationalisations dans des grandes villes, ainsi de suite. Mais la quasi-totalité de ces fermetures correspondent à des villes de 5 à 15 000 habitants, qui ont donc perdu leur maternité au profit d'une ville un peu plus éloignée. C'est essentiellement autour de seuil, 300 naissances par an. Si on passe en dessous, les autorités de santé considèrent qu'il y a un problème de coût et un problème de risque. Voilà. Donc, indiscutablement, pour un certain nombre de Français et de Françaises, en l'occurrence plutôt, aller à la maternité représente un trajet plus lointain avec éventuellement le risque que ça peut représenter en situation d'accouchement, etc., etc. Donc, c'est pas seulement un sentiment, il y a une réalité dans le recul. J'aurais pu prendre les hôpitaux, j'aurais pu prendre un certain nombre d'autres indicateurs. Ou le train. Ou les trains. Ou les trains. On voit le nombre de TER qui disparaissent. Effectivement, ou les TER, les lignes soit qui disparaissent, soit qui se passent d'une fréquence suffisante à une fréquence qui les rend inutilisables au quotidien, par exemple, etc., etc. Donc tout ça est une certitude. Il y a des territoires qui sont. Alors, après, la notion de déserts médicaux, par exemple, de déserts scolaires, est assez compliquée, en fait. Si on prend le nombre de lits d'hôpital ou le nombre de médecins, non pas par kilomètre carré, mais par personne, par habitant. D'accord ? Les espaces ruraux encadrés par de petites villes qui s'apparaissent comme des périphéries sont généralement mieux lotis que les espaces métropolitains. Si on prend par exemple le nombre de lits d'hôpital par habitant, l'espace qui en possède le plus, c'est l'ancienne région Limousin. Et si on prend le nombre de médecins par habitant, le département qui en possède le plus, c'est la Haute-Vienne. Dans cette même région Limousin, qui sont des espaces à très forte ruralité et dominés par des villes moyennes ou petites. Il y a une raison. On a des populations dans ces départements très ruraux, des populations plutôt vieillissantes, qui sont par définition plus consommatrices de soins. Mais ça ne suffit pas à expliquer le décalage. Et à l'inverse, la Seine-Saint-Denis arrive en dernier, très très loin, rang des départements français, tant pour le nombre de lits que pour le nombre de médecins par habitant. Donc, si on réfléchit non pas à la distance à parcourir, mais à la possibilité d'avoir un rendez-vous, il est fort possible que ce soit la Seine-Saint-Denis le pire des déserts médicaux français. Et d'une façon générale, l'Île-de-France ne fait pas d'excellentes performances. C'est pas, bien sûr, la Seine-Saint-Denis est un cas très particulier d'un département
très pauvres, mais on retrouve des chiffres qui ne sont pas excellents dans toute l'Île-de-France et même à Paris, hein, ils sont très moyens par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres régions françaises. Donc, est-ce qu'on réfléchit en kilomètres carrés? Est-ce qu'on réfléchit en population? Je pense que les deux sont intéressants, les deux sont significatifs. En kilomètres carrés, ça a un sens parce qu'effectivement, vous avez un équipement qui socialement est suffisant, il y a assez de médecins, il y a assez de lits, mais évidemment, si vous devez faire 50 km par des petites routes pour accoucher, ça peut avoir des conséquences tragiques. Si vous devez faire 40 km à chaque fois que vous allez faire un examen de base, vous allez avoir éventuellement un suivi moindre parce que vous allez laisser tomber un peu un certain nombre de choses, c'est trop long, trop compliqué. Donc, je ne dis pas du tout que l'approche par kilomètre carré soit inintéressante, elle doit quand même être complétée, ce qui n'est pratiquement jamais le cas, par une approche en rapport à la population. Si on prend par exemple aussi un autre élément, les dépenses de l'État par de l'éducation nationale par élève. Hein, si on prend il y a un bilan qui a été fait en 2017, mais je ne pense pas, par l'éducation nationale, c'est une très grosse enquête, elle ne la refait pas tous les jours, loin de là. Donc la dernière est de 2017. L'éducation nationale a publié donc la géographie de l'école en 2017. Les dépenses par élève sont les plus élevées dans l'ancienne région Bourgogne, l'ancienne région Champagne-Ardenne, le Limousin et la Corse. D'accord? Donc, tout l'apport, en théorie, des systèmes ZEP autrefois, REP+, aujourd'hui, etc., qui apportent de l'argent dans des collèges principalement urbains, de zones difficiles, etc., cet argent est très loin de compenser le fait que les collégiens, les écoliers et les lycéens des zones rurales coûtent plus cher, sensiblement que l'effort de l'État est plus important pour eux. Ça paraît éventuellement contre-intuitif parce qu'on sait qu'ils vont avoir plus de difficultés ensuite à rejoindre des formations diplômantes de haut niveau, etc., etc. Mais le fait statistique est là. Donc, abandon, ça paraît difficile de... Alors, peut-être ces politiques publiques, cet argent est inefficace. On peut peut-être considérer que celui qui pensait sur les espaces urbains difficiles n'est pas suffisamment efficace non plus, je ne sais pas. Et on ne peut pas dire que le territoire ça ne correspond pas à la réalité des politiques publiques. Par ailleurs, je voulais rappeler aussi une autre chose, qui est que la vision qui peut être parfois présente dans l'analyse que l'on fait du décalage des dynamiques démographiques et économiques entre les métropoles et le reste du territoire, comme si les métropoles pompaient la richesse et la sève même du territoire, était quelque chose qui correspond à une lecture qui a au moins 70 ou 80 ans des réalités. Aujourd'hui, la richesse est produite par les métropoles et elle est redistribuée sur le territoire ensuite. C'est dans ce sens-là que se passent les choses. Quelques données simples. Le Grand Lyon, la métropole du Grand Lyon, produit 3,1% de la richesse française produite en France. Et les revenus distribués dans le Grand Lyon, les salaires et autres revenus distribués dans le Grand Lyon, sont 2,2% des revenus distribués en France. À Toulouse, c'est 1,7% et 1,2%. Pour l'Île-de-France, c'est 31% et 22%. Autrement dit, entre ce que produisent comme richesse les métropoles et ce que les habitants des métropoles perçoivent comme revenus, il y a à peu près un tiers qui s'en va. Alors, comment il s'en va, ce tiers? Il y a un tiers de la richesse produite dans les métropoles qui est redistribuée. Comment ça se fait? Comment il s'en va? Plein de raisons. Une des plus importantes, c'est que les gens qui travaillent dans des espaces métropolitains n'y vivent pas tous, donc ils vont venir travailler, repartir, et cet argent sera ensuite animera une économie commerciale, présentielle dans leur lieu de résidence. C'est par la mobilité donc qu'il y a cette redistribution, mais elle n'explique pas tout. Une part significative de cette redistribution correspond au fait que les métropoles participent nettement au-dessus de ce qu'elles perçoivent à la fiscalité, aux cotisations sociales, etc. etc. Et donc, oui, et dans un les métropolitains sont tous
excédentaires et bénéficiaires en termes de cotisations sociales, etc. Et les espaces non métropolitains sont tous bénéficiaires de cette redistribution de cotisations, de prestations sociales. Et voilà. Donc, il y a une réalité qui est celle-là. Je pense que c'est une réalité qui illustre une forme de solidarité spatiale qui est tout à fait indispensable et qui fait d'ailleurs que les espaces en crise en France sont un peu moins caricaturalement en crise qu'ils ne le sont dans des pays comparables, par exemple en Grande-Bretagne. Il y a un phénomène, de la même façon qu'il y a un peu plus de redistribution sociale en France qu'en Grande-Bretagne, il y a un peu plus de redistribution spatiale, sensiblement plus de redistribution spatiale en France qu'en Grande-Bretagne. La richesse produite en Londres ne se diffuse pas de la même façon que c'est le cas dans notre territoire. Alors Yves, pour compléter votre réponse, et l'heure tourne en plus pour essayer de réserver du temps aux questions, j'aimerais juste vous inviter à continuer votre réflexion avec des éléments de réponse, mais cette fois sur ce que vous dites de la redistribution, mais cette fois en y incluant l'outre-mer, hein, pour pas qu'on nous accuse d'être trop métropolitain, puisque l'outre-mer, on le voit bien, est au cœur de l'actualité. Les gens qui suivent les médias, la presse écrite, la radio, on voit que on parle de l'habitat et de l'accès à l'eau à Mayotte, on parle de la surpopulation et des grands travaux à La Réunion, on parle des mauvaises conditions sanitaires, notamment dans le contexte de la Covid-19 en Guadeloupe. Comment vous pourriez analyser ce rapport entre métropole, cette fois j'entends le gouvernement, Paris, et ces territoires d'outre-mer? Alors, les territoires d'outre-mer, en particulier, j'ai limité ma réflexion aux départements et régions d'outre-mer. Hein. Les cas de Calédonie ou de la Polynésie sont un peu différents. Je ne vais pas en parler, j'ai limité aux départements. Et donc, les départements d'outre-mer sont indiscutablement des espaces périphériques. L'Union européenne les classe dans la catégorie des régions ultra-périphériques. Hein, et donc, cette certitude, ne serait-ce que par l'éloignement physique, l'insularité pour la plupart, pas le cas de la Guyane, mais presque d'ailleurs, parce que en fait, c'est pas une île, mais l'isolement est tout aussi grand. Et donc, cette périphéricité, elle est indiscutable, elle est renforcée par le lien avec la métropole qui fait que l'insertion régionale de ces territoires est très faible. Les Français ont très peu de relations avec le continent américain ou avec les autres îles des Antilles, etc. Donc, tous les liens extérieurs sont faits avec la métropole qui est loin, donc on a une situation de périphéricité très forte qui se traduit ne serait-ce que, par exemple, dans le surcoût, les coûts de la vie qui sont plus élevés, hein, qui sont sensibles. Voilà. Il y a d'autres raisons, mais l'éloignement est la raison numéro un de ces coûts de la vie, par exemple. Donc, des espaces périphériques indiscutables, des espaces marginalisés, en tout cas paupérisés non, pauvres, plus que paupérisés, indiscutablement aussi. Hein, pauvres en PIB par habitant, vous voulez dire? En termes de revenus, oui, en termes l'ensemble des départements d'outre-mer représente un peu plus de 3% de la population française et 18% des personnes en situation de pauvreté en France. D'accord. Le rapport entre les deux paraît explicite. On est sur des taux de pauvreté qui varient d'environ 27-30% pour la Martinique ou la Guadeloupe, jusqu'à 70% ou plus pour la Guyane et a fortiori pour Mayotte. Donc on est évidemment taux de pauvreté qui est autour de 15-16 en France, métropolitaine, pardon, excusez-moi. Et donc global, taux de pauvreté global, taux de 15-16. Il y a des nuances, hein, Guadeloupe et la Martinique sont moins marquées par les phénomènes de pauvreté, Mayotte beaucoup plus, etc. Mais c'est une situation qui est relativement générale. Mayotte, si on regarde un certain nombre de données statistiques, apparaît comme un espace en développement, hein, comme des données qui seraient tout à fait comparables à celles de certains pays en développement. Par exemple, un tiers de la population des 16-64 ans travaille. C'est 2 fois moins qu'en métropole. Un tiers de la population des 16-64 ans a un travail officiel.
Donc, on est sur une situation sociale difficile qui explique une partie de ces tensions. Il n'y a pas que cette situation sociale difficile qui explique cette tension. Vous avez évoqué à juste titre d'autres problèmes, en particulier des problèmes d'infrastructure, la mauvaise qualité des adductions d'eau en Guadeloupe, le fait que donc on n'a pas d'eau dans beaucoup de moments, dans beaucoup d'endroits, le fait que le scandale sanitaire du chlordécone n'ait pas trouvé de résolution, d'abord qu'il existait, ensuite qu'il n'ait pas trouvé de résolution juridique, par exemple. On a aussi, alors surtout en Guyane et plus encore à Mayotte, le problème, évidemment, on en parle beaucoup en ce moment pour Mayotte, de la migration clandestine, qui fait peser un poids important sur des territoires qui sont déjà mal dotés en infrastructure, et en infrastructure scolaire, hospitalière, etc. Tout ça participe. Alors, il y a aussi une particularité, qui n'est pas la même d'ailleurs suivant les situations qui sont très différentes, une particularité dans le rapport historique à la métropole. C'est-à-dire que le passé colonial rend la perception de ces problèmes différente de ce qu'elle peut être dans une région métropolitaine, donne une spécificité. Et alors, ce passé colonial, il n'est pas du tout présent de la même façon à Mayotte, évidemment, c'est un autre passé colonial, mais dans les autres îles, tant à la Réunion que dans les Antilles ou en Guyane, il est évidemment présent. Tout ça se mélange pour une situation tendue et indiscutablement, on a là des espaces qui sont périphériques, dont le devenir ne pourra exister que dans un peu plus d'ouverture sur autre chose que la métropole, sur les espaces locaux et régionaux, vraisemblablement. D'accord, merci Yves pour cet élément de réponse. Yves pour cet élément de réponse. Je vois qu'il est 11h40. J'ai envie de vous inviter à formuler vos questions dès maintenant. Avec Yves, nous avons une petite fenêtre qui nous permet de les visualiser. Et ça nous aussi, comme ça, on pourra les sélectionner et y répondre plus facilement parce que puisqu'il reste 20 minutes. Vous pouvez bien évidemment réagir, poser des questions directement à Yves. Moi, je ne suis qu'un simple observateur et j'écoute avec attention, mais si vous avez des questions à proprement parler sur la revue Carto, je suis également à votre écoute. Alors, je vois qu'il y a déjà des réactions. Merci beaucoup. Catherine Maréchal dit merci beaucoup, Yves. En revanche, Raphaël Pailota, bonjour Raphaël. Excusez-moi, je disais écorcher votre nom, excusez-moi. Alors, lui, il fait référence tout de suite au début de votre intervention, Yves, c'est tout simplement votre expression territoire perdant et gagnant de cette mondialisation. Donc ça, je trouve que c'est un apport pédagogique auquel vous pourriez peut-être répondre, puisque apparemment, ça n'était pas très clair. Justement, dans la même veine, Blandine Charvet, bonjour Blandine, merci de votre question. Tout simplement, au lieu d'utiliser cette catégorie perdant-gagnant ou centre-périphérie, est-ce qu'on pourrait imaginer un autre vocabulaire, notamment auprès des élèves et des étudiants? Voilà, Yves, je vous laisse répondre à ces premiers éléments. Alors, gagnant-perdant, j'ai pris cette formulation qui n'est pas très satisfaisante, j'en conviens, hein, parce qu'elle existe partout. Donc, je l'ai réutilisée par souci d'employer des expressions avec lesquelles des gens étaient, je suppose familiarisés. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'elle n'est pas totalement convaincante. Ce que j'appelle perdants, c'est des territoires qui ont perdu des emplois et de la population. Hein, les anglo-saxons ont une expression, ces phénomènes sont plus radicaux et brutaux, tant au Royaume-Uni qu'aux États-Unis, de territoires rétrécissants, shrinking cities, territoires qui rétrécissent. Voilà, alors c'est peut-être plus parlant. Les territoires
gagnants sont tout simplement ceux qui, avec l'évolution des dynamiques économiques de ces dernières décennies, ont gagné des emplois de la population, etc. Voilà, c'est en référence à une opposition assez franche de dynamique démographique et de l'emploi dans les territoires français, avec des différences à toutes échelles. Hein. L'opposition à petite échelle, nord-est, ouest, est quand même pétrie de contre-exemples, si on change d'échelle, mais elle est commode à une échelle simple. Voilà. Centre-périphérie, c'est un outillage on ne peut plus classique en géographie. Hein. C'est autour d'ailleurs de cet outillage conceptuel tout à fait classique en géographie qu'on va trouver un certain nombre de textes qui ont participé à légitimer cette vision de l'abandon, cette vision de la disjonction croissante entre les métropoles et les autres territoires qui seraient abandonnés, etc. C'est en particulier la thèse de Christophe Guilly dans La France périphérique. C'est lui qui emploie à ce moment-là l'expression. L'ouvrage va être lu et repris par un certain nombre de dirigeants politiques, en particulier ceux du Rassemblement national. Donc, il y a là une armature conceptuelle qui peut devenir une armature idéologique et qui est utilisée assez régulièrement. C'est donc en reprenant cela, en me demandant si la France périphérique était si périphérique que ça, ou en tout cas si abandonnée que ça, que j'ai tenté de répondre aux questions aujourd'hui. Voilà. Alors justement, Yves, pour peut-être en une minute, vous avez évoqué les travaux de M. Guilly et son utilisation politique. Est-ce qu'on peut, parce que il y a pas mal de réactions sur justement l'utilisation de ce terme fracture. Déjà, est-ce que en géographie, on peut y donner une définition assez claire, précise, surtout pour évoquer le territoire français. Quelle définition, en 2 phrases, on pourrait donner à ce mot fracture? On peut considérer qu'une fracture, c'est une limite entre deux territoires, transposable à toutes les échelles, une limite entre deux territoires dont le devenir se dissocie de plus en plus, de part et d'autre de la limite. Donc l'évolution, le devenir, les transformations, les dynamiques se dissocient de plus en plus de part et d'autre de la limite. Voilà. De la même façon que on parle de fractures sociales, qui ne sont pas des différences sociales lambda, mais qui sont des différences sociales autour desquelles se structurent des modes de vie, des modes de pensée, des modes d'habiter qui sont différents. Et bien, la même chose pour les fractures spatiales. Voilà. C'est-à-dire des limites entre deux territoires qui sont plus que de simples limites géographiques, mais qui, de part et d'autre desquelles, les évolutions, les devenirs des territoires sont contrastés pour le moins. Merci Yves. Voilà pour la pédagogie. Autre élément qui revient, c'est assiste-t-on à un dynamisme, un certain un éveil, un réveil, dynamisme économique, mais aussi social, culturel, dans les villes moyennes, d'une part, mais aussi dans les espaces en déclin démographique que vous avez évoqué au début de votre intervention. Voilà, ça c'est un sujet qui revient souvent. Peut-on observer un dynamisme, et j'ai presque envie d'ajouter, mais c'est peut-être tôt pour le dire, dans le contexte post-Covid, où on a beaucoup évoqué ce départ des villes, mais je ne suis pas sûr que l'INSEE ait encore des données fiables sur cet aspect. Alors, pour répondre à ça, je vais d'abord signaler une chose qu'on oublie, mais qui est que globalement, l'espace rural en français, un espace qui globalement gagne de la population de manière continue et pas seulement avec le télétravail Covid, etc. Qui n'a pas, semble-t-il, entraîné un mouvement d'accélération si massif qu'on a pu penser à un certain moment, mais qui continue à accentuer ce phénomène. L'espace rural en France, globalement, des situations locales contrastées, mais globalement, l'espace rural gagne de la population depuis maintenant assez longtemps. Il le gagne par son attractivité, c'est-à-dire qu'il y a un excédent des arrivées des installations sur les départs,
et pas du tout un excédent des naissances sur les décès. Ça reste un espace plus vieilli, donc il y a un déficit naturel, mais il y a une attractivité forte. Donc l'espace rural gagne la population. Est-ce que ça a été accentué? C'est un peu trop tôt pour le dire. Mais de toute façon, c'est un phénomène qui n'est pas d'avant-hier, mais plus ancien. D'accord. Deuxième chose, est-ce que l'espace qui est démographiquement et économiquement en difficulté n'est pas plutôt celui des petites villes et des villes moyennes? Alors, oui, je dirais oui. Je n'ai pas fini de répondre à votre question, mais dans un premier temps, je dirais oui. Le taux de pauvreté, c'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, mais qui donne une figure un peu de l'état d'une société, d'un territoire. Le taux de pauvreté, il est élevé en France dans les villes-centres, élevé dans les espaces ruraux isolés, et il est beaucoup plus faible ailleurs, en particulier beaucoup plus faible dans les espaces ruraux bien connectés ou dans les espaces périurbains. Donc, ce taux de pauvreté des villes-centres qui est assez élevé, c'est beaucoup, pas que, hein, c'est aussi dans les grandes villes, mais beaucoup de ces villes moyennes et petites. Très souvent, si vous prenez un canton ou un espace rural de une intercommunalité, par exemple, où vous avez une petite ville et un certain nombre de villages, contrairement à l'idée généralement admise, le revenu par habitant risque fort d'être le plus bas dans la ville et le plus faible et le plus élevé dans les villages qui l'entourent. Le déclin démographique de la ville contrastera avec le gain démographique des villages qui l'entourent. Donc ça, c'est une première chose. C'est pas la ruralité qui serait en crise en France, c'est plutôt le territoire des petites villes et des villes moyennes qui encadrent ou pas cette ruralité. En général, encore une fois, sûrement des villages très différents, enfin je veux dire, mais en général. De la même façon, est-ce que ces petites villes et ces villes moyennes apparaissent peut-être comme des espaces qui vont subir ce déclin, mais qui vont ne plus le subir et qui vont connaître les dynamiques dont vous me parliez? C'est un peu tôt. C'est un petit peu tôt. Il semble que pour un certain nombre de petites villes et de villes moyennes, un effet effectivement de déplacement depuis les métropoles et se soit fait sentir ces 2, 3, 4 dernières années. Mais il n'a pas d'expression statistique évidente. Il est perceptible sur le terrain dans un certain nombre de villes. Mais en général, c'est pas forcément les moins attractives de toute façon. C'est pas forcément celles qui avant étaient déjà les moins attractives. C'est des villes qui possèdent un certain nombre d'aménités climatiques, paysagères, patrimoniales, etc. Donc, Très bien. Autre question, merci Catherine Maréchal, pour nous faire revenir sur le train. On a longuement évoqué le train, l'absence de la disparition progressive des TER et le développement parallèle de certaines lignes TGV. À quoi répond finalement l'installation ou pas d'une ligne TGV? La question précise de Madame Maréchal, c'est le rôle des élus locaux. Alors elle voit sur la carte l'exemple de Dijon où je me souviens qu'en son temps, François Fillon était très fier de dire qu'il avait désenclavé la Mayenne avec le passage du TGV Le Mans-Laval. Quels sont les critères retenus pour ces lignes et surtout le rôle des pouvoirs publics en place? Alors, dans le tracé des lignes TGV, dans les décisions de lignes TGV, le rôle des élus locaux est considérable et il s'est accru. Pour une raison très simple, qui est que les collectivités territoriales payent une partie des investissements. Donc, ça leur donne évidemment une capacité à se faire entendre plus importante. Dans le cas, par exemple, du TGV Est, hein, on voit très bien que si on décompose le financement de la ligne à l'époque où elle a été construite, on voit très bien que une grosse contribution, par exemple, était celle de la ville de Reims. Et le TGV passe par Reims, qui fait un léger, on voit sur la carte, un léger déplacement un peu plus au nord que la ligne droite.
Il y a une relation, évidemment, entre les deux. Les élus locaux sont très attachés, encore aujourd'hui. Hein. Je disais il n'y a pas longtemps, plusieurs articles de la presse régionale montrant que les élus de Nantes étaient en train de mettre une pression relativement importante pour obtenir la continuation de la ligne TGV jusqu'à Nantes, Nantes à 1h30 au lieu de 2 heures de Paris, en expliquant que c'était la moindre des choses après avoir abandonné l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pour compenser et rendre plus facile pour les Nantais d'accéder aux aéroports parisiens. Donc, oui, les élus locaux jouent un grand rôle. Alors, aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils payent, de manière très encadrée légalement. Hein, ils participent au financement des lignes TGV, des lignes à grande vitesse. C'est aussi par le lobbying. Hein, on se souvient, il y a déjà longtemps, comment la présence de Pierre Mauroy à Lille a fait que le tracé du TGV Nord a finalement passé par Lille et pas par Amiens. Les deux tracés étaient en concurrence. Il apparaît par ailleurs plus logique qu'ils passent par la plus grande ville, mais voilà, à l'époque, l'action de Pierre Mauroy avait été sensible. Donc oui, les élus locaux jouent un rôle important dans l'obtention et la décision de construire des lignes TGV. Et question complémentaire, et les élus européens, cette fois, dans quelle mesure l'Union européenne intervient sur l'aménagement des territoires des États membres? Alors, l'Union européenne intervient de manière très importante sur l'aménagement des territoires des États membres. Les élus européens, pas directement. L'Union européenne, par son exécutif, c'est la Commission européenne. Commission européenne. Oui, les élus européens, je n'ai pas d'exemple qui me vienne à l'esprit d'action directe d'élus européens sur un territoire. En revanche, bien évidemment, la part de l'Union européenne dans l'aménagement des territoires en France est très grande. Les schémas nationaux d'aménagement de territoire répondent à un certain nombre d'objectifs qui ont été fixés à l'échelle européenne, hein, comme pour tous les pays de l'Union. Déjà, il y a une espèce d'influence au niveau des directives cadres et des directions générales prises par les objectifs de l'aménagement des territoires. Et puis, il y a une part de financement qui est considérable. Les financements de l'Union européenne représentent dans les actions territoriales une part qui va varier de 0, mais plus souvent 5 ou 10 à 30% pour beaucoup de projets. Justement, on parlait tout à l'heure des efforts accomplis en matière de soutien des espaces ruraux, à côté des stratégies françaises, évoquées brièvement. Il y a toute une série de programmes de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen d'aménagement et de développement régional qui sont à destination des espaces ruraux, en particulier ce qu'on appelle les programmes leaders, qui sont des programmes d'aide à des projets de développement local. Des élus locaux ou des locaux dans la France rurale ont énormément de leviers à actionner. Le problème, c'est qu'ils en ont trop. C'est très compliqué. Il faut savoir est-ce qu'on est éligible à tel ou tel dispositif français, à tel ou tel dispositif européen, etc. C'est très difficile de maîtriser tout ça quand on est un élu qui n'est pas professionnel, etc. Mais ces possibilités existent. Elles sont sans doute trop nombreuses. Elles gagneraient évidemment à être simplifiées et rassemblées sous des guichets moins nombreux où les élus puissent savoir ce qu'ils ont à faire. Alors, Yves, merci beaucoup. Il reste 5 minutes. Et finalement, la question à $1 million, c'est est-ce que vous avez la capacité aujourd'hui de faire un peu de prospective sur ces fractures? Comment peuvent-elles évoluer dans les années, on va dire à court terme? Quel est votre regard sur ces possibles prospectives? Et puis ce sera la dernière question. Alors, je suis géographe. Les géographes, à la différence, par exemple, des économistes ou des politologues, ne sont pas très forts pour prédire l'avenir. Pas beaucoup de compétences en la matière, ni fondées sur le marc de café, ni fondées sur la science. Donc,
j'en sais, en fait, sincèrement, je ne sais pas. Après, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme évolution et comme transformation? Comme on a des scénarios différents, on peut imaginer qu'il y ait une relocalisation, un certain nombre de choses, une relocalisation en particulier industrielle, relocalisation industrielle qui favorise le retour de l'emploi. Il y a des exemples, hein, vous avez, non pas de relocalisation, mais d'espaces qui ont su rester industriels sans avoir de grandes villes, etc. etc. Hein. Des exemples classiques, en Vendée, il y a plusieurs, les Mauges, la Vendée, etc., plusieurs espaces de l'Ouest français avec un tissu dense d'entrepreneurs locaux où on a, ce qui est très différent des grandes entreprises, on a la proximité entre des unités de fabrication, des usines et la direction de l'entreprise qui reste régionale. On a la même chose dans la vallée de l'Arve, dans les Alpes du Nord, hein, avec un territoire qui est plus industriel que n'importe quel autre en France, hein, en termes de taux d'emploi, qui a gagné de la population régulièrement, qui crée des emplois de manière très importante, qui est en déficit. Hein, tous ces territoires sont très largement en déficit de salariés, hein, beaucoup de mal à recruter parce qu'ils ont. Donc il existe des exemples qui pourraient éventuellement être multipliés par des stratégies de relocalisation industrielle, voilà, où on a des dynamiques démographiques et de l'emploi qui sont dans des territoires où il n'y a pas de ville dépassant 100 000 habitants. Ça, on a des exemples. Est-ce que ça peut se généraliser? Il y a une série de conditions historiques et sociales particulières dans ce cas-là. En particulier, cet enracinement fort d'un tissu de PME, ce qui n'est pas quelque chose qu'on va instaurer par décret. Hein, ça existe ou ça n'existe pas. Donc, il y a cette dimension-là. Il y a beaucoup, la transition démographique, la transition, excusez-moi, environnementale, la transition énergétique, on entend vous dire qu'idéalement, elle ne peut se faire que sur des territoires de taille raisonnable, si je puis dire, des regroupements de 50 ou 100 000 personnes. Bon, mais il est évident que, dans un premier temps, elle va se faire sur le modèle spatial qui est en cours. C'est-à-dire que des énergies nouvelles vont alimenter des réseaux de distribution électrique qui sont avant tout polarisés par les métropoles. Donc je ne pense pas qu'à court terme, la transition environnementale puisse bouleverser cette répartition de la population. Après, on peut avoir des politiques agricoles, énergétiques, etc., qui favorisent les phénomènes d'autoproduction à une échelle locale et qui favorisent, mais c'est une évolution à très long terme. C'est pas quelque chose d'immédiatement imaginable et qui ne peut pas se décréter non plus. Merci. Eh ben, il est midi. On a tenu l'heure. C'était fort intéressant. Donc, je ne peux. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour vos questions. Encore merci. Merci aux éditions Nathan. Surtout, voilà. Surtout, voilà. Lisez cet ouvrage, la vidéo Le Monde à l'envers. Mais voilà, je pense que ça peut apporter beaucoup d'éléments aux enseignants et aussi aux étudiants, puisque l'ouvrage aborde. On a beaucoup parlé de territoire, d'industrie, mais je vois par exemple les dynamiques ce que vous parliez des transitions écologiques. Il y a tout un chapitre consacré dessus, ou sur le tourisme dont on n'a pas parlé. Voilà. Et puis, lisez Carto aussi. Hein, voilà. Et encore merci à tous. Merci Audition Nathan. Merci Yves Colombel. Et voilà, je ne peux vous dire que à bientôt. Au revoir.